Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Bon, merci d'être là en direct avec nous. À propos du chômage partiel, on a vu ces dernières heures le gouvernement passer un petit peu à l'offensive en disant on va renforcer la chasse aux fraudeurs. Pour vous, l'exécutif a raison de traquer ceux qui abusent, les entreprises qui abusent de ce dispositif qui est généreux, l'un des plus généreux d'Europe, nous rappelle souvent le gouvernement, et c'est vrai, mais qui coûte cher aux finances publiques? Oui, il est pas généreux, il est juste, il est socialement Par juste. rapport aux autres pays, je dis ça quand Oui, on se oui, compare. mais c'est pas nouveau parce que il y a parfois de l'ambiguïté dans la communication du gouvernement. On dirait que ça a été fait spécialement pour le Covid, pour la crise du Covid-19. Ça existait déjà avant. C'est le volume de salariés concernés qui est évidemment plus important que jamais. Et pour vous, c'est très bien. Et c'est très bien et ça c'eût été mieux, si je puis dire, si les salariés, parce qu'il faut le rappeler, eût été payés à 100%, parce que au chômage partiel, on perd de l'argent et quand les fins de mois sont difficiles avec une paye normale, ils sont encore plus difficiles avec une paye amputée de 16%. Bien sûr, mais pas au niveau du SMIC. Au niveau du SMIC, il y a 100% qui est pris par l'État à l'UNEDIC. Oui. Mais enfin, vous savez, entre 10% de plus que le SMIC et le SMIC, les fins de mois, ça reste difficile. Absolument. Donc l'exécutif a raison. Oui, l'exécutif a raison, parce qu'on ne peut pas cautionner des employeurs qui demandent une aide pour le chômage partiel et qui continuent à faire travailler les salariés. Donc le chômage partiel, c'est pour un arrêt de l'activité et pour dédommager les salariés. Donc oui. Mais on parle de cas isolés pour vous, parce que c'est toujours pareil. Le principe, évidemment, on est tous d'accord, il n'y a pas de raison qu'il y ait des fraudeurs, mais on parle de quelques cas sporadiques, homéopathiques ou isolés, où pour vous, il y a beaucoup de salariés qui sont payés par l'État et qui continuent à bosser pour leur boîte. Je n'ai pas de statistiques, j'ai entendu des chiffres comme dans certains départements, un quart des entreprises, ce qui est beaucoup. Ah, on n'est plus à la marge quand c'est un quart. Non, on est loin, c'est loin d'être marginal, mais comme je n'ai pas de chiffres concrets, je ne veux, j'ai entendu des inspecteurs du travail en parler, mais j'ai pas de chiffres. Mais il n'y a pas de remontée du terrain qui vous donne de l'info? Il y en a quelques-unes, par exemple des salariés en télétravail pour lesquels les employeurs ont demandé une indemnisation du chômage partiel. Donc plutôt dans les services, plutôt dans le tertiaire? Pas que, mais il y en a aussi, parce que il y en a aussi. Mais moi quand je n'ai pas de choses concrètes, je ne dis pas les choses. Bon. Le gouvernement qui veut diminuer à partir du mois de juin, on l'a bien compris, le niveau de prise en charge des salaires par l'UNEDIC et par l'État. Le MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, nous dit ce serait une erreur de réduire cette prise en charge des salaires. Il souhaite une prolongation jusqu'à l'été. Vous pourrez être d'accord là-dessus tous les deux pour une fois, non? Oui, ça nous arrive. En tout cas, oui, il faut que ces mesures soient prolongées, parce que il faut protéger des salariés qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas reprendre leur activité. Je pense par exemple le fait que les enfants ne puissent pas aller à l'école. Eh bien, il faut les protéger de façon à leur maintenir leur salaire. Plus globalement, je pense que on a besoin d'avoir une réalité des chiffres sur qui effectivement va être indemnisé sur le chômage partiel, parce que la ministre parle de plus de 11 millions, ouais. Mais ça, c'est les demandes des entreprises. C'est pas forcément la réalité effective quand les entreprises demanderont. C'est une demande de mise en chômage partiel ou chômage technique, comme on veut. Après, il y a la réalité, donc il faudra qu'on ait un état des lieux précis de combien de salariés ont été en chômage partiel une fois que les entreprises auront demandé de fait à être dédommagées. Donc le souhait de la CGT, que je comprends bien Philippe Martinez, votre souhait, c'est que le gouvernement prolonge cette prise en charge sans la changer, au moins jusqu'à la fin de l'été? Alors prolonge cette prise en charge parce que, je vous le répète, moi je pense surtout aux parents qui ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école, et vous voyez là, quel dilemme ils ont à régler, la santé de leurs enfants, la limitation de nombre d'élèves par classe, et puis le fait des employeurs qui disent il faut retourner au boulot. Eh bien, il faut que ça soit pris en compte. Et ceux pour qui l'école n'est pas un problème, s'il n'y a pas un problème de garde d'enfants? Mais s'il n'y a pas de problème de garde d'enfants et que les conditions sanitaires de retour au travail sont réelles, la question du chômage partiel ne se pose plus. Et donc on le supprime ou on réduit la prise en charge au fur et à mesure de la montée en puissance du travail, du retour au travail? Quand vous retournez au boulot, vous devez être payé à 100%.
Et d'ailleurs, vous l'avez entendu, je vous l'ai dit, nous demandons à ce qu'il y ait une prise en charge à 100% du chômage partiel. Vous évoquiez dans vos titres le rôle des assurances. Eh bien, par exemple, les assurances devraient pouvoir couvrir ce genre de problème. C'est un dossier qui est complexe, on en parlera juste après, c'est un dossier complexe. Je vous en parlerai après, mais moi je vous en parle Mais vous maintenant. avez raison, non, mais pour dire que c'est un sujet qu'on va traiter, vous avez raison. Vous savez que nous avons, la CGT a demandé dès le début de cette crise que le gouvernement décrète un état d'urgence sanitaire. Vous savez ce qu'ils vous répondent, les assureurs? Que Qu'ils n'ont si pas jamais, d'argent. qu'ils n'ont pas l'argent et que ça les mettrait à genoux. Vous y croyez pas, vous? Oui, bah écoutez, republiez les tableaux des profits faits par les grands groupes d'assurance l'année dernière et vous verrez que bon, ils n'ont même pas un genou à terre. Hein. Donc, je pense que quand on parle de solidarité, il faut que tout le monde en joue de la solidarité et pas uniquement les plus modestes. Donc voilà. Donc il faut, donc pour en revenir au chômage partiel, Ouais. ceux qui peuvent retourner au boulot, eh bien ils sont payés à 100% puisqu'ils retravaillent. Quand il y a un problème d'activité, parce que les entreprises reprennent lentement, Mais oui, oui. eh bien, il faut que ceux qui ne peuvent pas, pour aussi des raisons d'activité de l'entreprise, retourner au boulot, il faut qu'ils soient couverts par le chômage partiel, le temps que l'entreprise ou le service retravaille, entre guillemets, à 100%. Donc l'idée qu'il y ait une montée en puissance de la prise en charge par l'entreprise ou une réduction de la prise en charge de l'État, que ce soit progressif, non. Pour vous, c'est oui ou non? C'est oui, c'est oui. Il faut que ça se fasse comme ça, progressif, mais il faut maintenir ce modèle et nous pouvons en être fiers, qui protège les salariés, qui devrait mieux les protéger, parce que je vous répète, 100% ça serait mieux, et nous avons fait des propositions en ce sens, mais il faut, oui, c'est pas les salariés qui doivent être pénalisés de ce qui se passe. Ils sont pas en vacances, les salariés, ils ne peuvent pas travailler pour des raisons objectives, c'est-à-dire la santé publique. Ouais. 84% du salaire net jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Est-ce qu'il ne faut pas baisser cette prise en charge sur ce plafond de 4,5 fois le SMIC? Mais là aussi, on veut faire jouer des solidarités parmi ceux qui gagnent 4 fois et demi le SMIC, c'est parce que leur qualification justifie ou leur expérience justifie ces salaires. Pourquoi, moi je me pose une autre question, pourquoi on va continuer à verser des dividendes aux entreprises cette année, alors que par solidarité, ces grandes entreprises, je parle des 40 plus grandes, pourraient dire cette année, parce qu'il faut de la solidarité, eh bien, les dividendes. C'est le cas de beaucoup de grandes boîtes du CAC 40 qui ont dit cette année soit on supprime, soit on réduit. Vous avez vu quand même, hein, il y a quand même pas toutes, évidemment. Oui, enfin, ça dépend ce que vous dites, vous entendez par beaucoup. Il faudrait qu'il n'y ait pas de dividendes de verser aux actionnaires cette année. C'est ça la solidarité. Cet argent, il serait mieux pour aider ceux qui sont au chômage partiel, ceux qui sont au chômage tout court. Vous voyez, c'est ça la solidarité. Après, Philippe Martinez, les grandes boîtes qui ont gardé une partie, qui ont distribué des dividendes, vous disent oui, mais ça correspond à l'activité de l'année 2019, des dividendes versés en 2020. Et donc, comme c'était une bonne année en 2019, pas de raison de pénaliser les gens. C'est leur argument. On aime, on n'aime pas. Hein. Eh ben, la CGT, on n'est pas d'accord avec cet argument. La solidarité, elle doit se jouer à tous les niveaux, pas uniquement parmi ceux qui n'ont que leur force de travail pour gagner leur vie. Petite question, après on change de sujet. Je parlais des entreprises qui abusent au début, mais au-delà du chômage partiel, celles qui font travailler leurs salariés dans des conditions sanitaires insuffisantes, qui les poussent à décrocher leur téléphone alors que pour le coup ils sont en chômage partiel, qui leur mettent la pression quand ils sont chez eux et qui télétravaillent. Vous admettez qu'encore une fois, sans avoir votre sentiment, parce qu'il n'y a pas encore une fois de chiffres ou d'études là-dessus, ça reste une minorité pour vous, et on se dit quand même que les patrons, ils ont conscience, que les dirigeants, que la force de travail, c'est le salarié, que la réussite d'entreprise, elle passe évidemment par les salariés, et qu'ils font tout pour que le travail soit sécurisé. Vous en pensez quoi? Oui, il y a effectivement dans un certain nombre d'entreprises du dialogue, y compris, moi j'ai vu pendant ces 8 semaines des petits patrons qui ont refusé, dans le BTP par exemple, qui ont refusé de renvoyer leurs salariés au boulot parce qu'ils considéraient que même avec les consignes du gouvernement, vous savez, les guides de bonne pratique, leurs salariés n'étaient pas en sécurité. Par contre, oui, il y a des abus. Vous parliez de télétravail. Moi, j'insiste là-dessus et je ne suis pas le seul à le dire. La situation en ce moment, ce n'est pas du télétravail.
le télétravail, il doit être encadré. Le télétravail, c'est pas partager un ordinateur avec ses enfants parce qu'ils ont besoin de suivre leur cours ou de Si s'occuper c'est de pas ses enfants. je vous coupe, si c'est pas du télétravail, c'est quoi alors? Vous dites c'est pas du télétravail? C'est rien du tout. C'est rien du tout. On travaille en même temps qu'on s'occupe de ses enfants, en même temps qu'on doit faire les leçons, les devoirs, etc. Le télétravail doit être encadré. Et ça donne d'ailleurs, il faut qu'on soit vigilant parce qu'il y a des risques de burn-out importants. Et on a fait Du fait du télétravail, du fait de ce que on appelle dans la période le télétravail. qui est donc détourné, contourné, ou qui est juste, qui se cumule effectivement avec le fait d'avoir ses enfants à la maison? Eh oui, oui. Quand on travaille, on fait pas autre chose. Et donc votre Et idée, c'est qu'il faut l'encadrer, mais je crois que la ministre du Travail, Marie Pénicaud, a dit chiche aux partenaires sociaux de se mettre d'accord aussi, hein. ouais, ouais, mais je crois aussi avoir compris que le MEDEF n'est pas très favorable à un encadrement de ce télétravail. Nous demandons une négociation interprofessionnelle qui peut après se décliner dans les branches et dans les entreprises. Mais Avec quelle bonne pratique, pour le coup? la bonne pratique, c'est des horaires définis pour le télétravail. Parce que c'est pas parce qu'on travaille à la maison qu'on doit travailler 12 heures par jour. C'est du matériel fourni par l'entreprise. C'est un dédommagement parce que quand on travaille à la maison, c'est des frais supplémentaires. Je pense Au en repas. matière de communication, énergie, etc. Vous voyez, donc c'est des choses très très concrètes. Bon, comment ça se passe d'ailleurs pour vous? Vous êtes toujours en télétravail, Philippe Martinez, Je à suis la CGT? je ne travaille pas à la maison. Je suis tous les jours à mon bureau D'accord. pour des questions justement de moyens. Parce que quand on travaille dans les conditions où on travaille pour un certain nombre, bah, il faut des moyens informatiques, il faut faire de la visioconférence, etc. Et donc, pour des raisons de commodité, dans le respect des règles sanitaires, évidemment, je suis dans mon bureau, mais la CGT, par exemple, n'a pas réouvert ses locaux parce que ce que nous demandons aux employeurs, nous le pratiquons chez nous. C'est une question de cohérence. Autre sujet, Philippe Martinez, la refermeture de l'usine de Renault de Sandouville. J'ai trouvé que Bruno Le Maire, vous avez vu les propos? Il parle de responsables syndicaux qui jouent avec le feu. Vous avez compris qu'il parlait de vous, ça, hein? Vous avez compris ça? Ça, oui, il n'y a pas que Bruno Le Maire. Moi, Ah ouais, posture irresponsable, injustifiée selon Laurent Berger. oui, oui, oui. Moi, je veux rappeler que c'est une décision de justice. Et j'entends souvent les ministres dire que quand il y a des décisions de justice, ils ne les commandent pas. Parce que vous auriez joué sur un vice de forme, ils disent. Le moins qu'on puisse dire, non, non, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cette décision-là, elle est très commentée. Donc, il faut que les ministres soient cohérents. Soit on commente les décisions de justice, soit on les commente pas. Donc, c'est la justice qui a demandé à Renault de ne pas ouvrir l'usine de Sandouville. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu la même chose chez Amazon. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Il y a eu beaucoup moins de commentaires. Or, on est dans la même situation. À Sandouville, il y a eu Et pourquoi il y pas a plus de commentaires? Parce que c'est la CGT qui est derrière l'initiative, c'est ça? peut-être, mais je ne veux pas. C'est Sud, hein, chez Amazon, c'est... Mais il y avait d'autres syndicats qui étaient en appui du syndicat solidaire, y compris la CFDT, je crois. Donc vous voyez, ce qui se passe chez Renault à Sandouville, mais il y a d'autres usines qui sont dans l'œil du cyclone, si je puis dire, c'est on ne doit pas uniquement présenter un plan de déconfinement. Il doit recueillir l'avis des organisations syndicales et corriger s'il y a des problèmes qui sont évoqués. Ce que n'a pas fait la direction de Renault, l'inspection du travail a fait une injonction. On n'en a pas tenu compte. Eh bien, quand tous les recours de dialogue social sont épuisés, eh bien, on se tourne vers la justice. Ouais. Ou alors on dit, dans ce pays, c'est la loi du marché qui prime, et donc les syndicats, ça sert à rien. Ouais, sauf que là, je vous coupe, La justice, pardon ça Philippe sert à Martinez, je vous rien. coupe, mais ce protocole sanitaire, il a été signé pour le coup par FO. FO qui sont pas, voilà, il y avait FO, la CFDT, la CFE-CGC, et il y a eu du dialogue social. D'ailleurs, c'est ce que vous reproche en creux finalement le ministre de l'économie, de ne pas suffisamment inciter les salariés, c'est ce qu'il dit, au dialogue social et au respect des décisions qui sont prises collectivement. Et au final le reproche qu'il vous fait, je pense en creux, enfin je ne suis pas dans sa tête, c'est de mettre des bâtons dans les roues de la reprise du travail. Oui, mais ça, je ne peux pas empêcher les ministres de dire ce qu'ils ont envie de dire. Moi, je vous dis ce que dit la CGT. Il y a eu des remarques de fait sur un certain nombre de problèmes. Vous savez, sur une chaîne automobile, respecter la distanciation, c'est difficile. Il faut des masques
bien précis parce que voilà, c'est des remarques qui ont été faites, on n'en prend pas, on n'en tient pas compte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas du dialogue, ça. Non mais FO, c'est pas des bénis oui-oui non plus, je veux dire. Oui. J'en sais rien, Vous êtes moi. souvent d'accord avec FO d'ailleurs. Pas toujours chez Renault d'ailleurs, mais moi je parle pas à la place des autres organisations syndicales. Vous me demandez la position de la CGT, je vous la donne, je vous la donne. Voilà où on en est. Et il y a d'autres problèmes dans au moins une autre usine Renault. Et là, il n'y a pas que la CGT qui le dit. Donc on verra comment, là aussi, c'est commenté et par les ministres et par les autres. Nous, on se bat pour... on peut pas reprocher à la CGT de pas se battre pour l'industrie. Enfin, ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas bien suivi. Hein. Ils disent vous êtes jusqu'au boutiste, vous empêchez la reprise du travail. Nous, on a deux conditions. On veut mettre deux conditions, l'économie et la santé. Or, depuis un certain temps, y compris pendant la période de confinement, le gouvernement parlait beaucoup d'économie et moins de santé. Ouais. Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que sur les masques, tout s'est bien passé? Encore aujourd'hui, il y a des problèmes sur ces questions-là. Donc, moi, je veux bien qu'on nous reproche des choses, mais certains feraient mieux de balayer devant leur porte. Et quand il dit, c'est intéressant, ministre de l'économie, je pense que vous serez d'accord avec lui, d'autant que vous connaissez bien Renault, hein, Ah oui, Philippe très bien, Martinez, oui. il affirme que les constructeurs français ont trop délocalisé, au-delà de Renault. Ah, il y a un point d'accord là-dessus. Oui, mais il aurait dû nous écouter avant, parce que évidemment Renault est en difficulté aujourd'hui, mais c'est pas uniquement lié au Covid-19. C'est des investissements qui ont été faits et ce qu'on appelle la croissance externe dans des tas de continents qui ont coûté beaucoup d'argent et qui ont fait perdre des emplois en France. Vous savez que Renault fabrique moins de 25% de ses automobiles dans notre pays. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit au ministre de l'économie, les 4 milliards de crédits pour Renault, ils vont être investis où? On ferait bien de les contrôler, vous voyez. Donc il vous a entendu, vous avez vu ce qu'il a dit. Le ministre, il dit on va conditionner, entre guillemets, il demande aux constructeurs auto qui vont recevoir justement une partie de ces, je ne sais pas si c'est 4 ou 5 milliards d'euros d'aide, de relocaliser pour partie leur production en France. Eh bien, il faut que... Vous êtes d'accord avec ça? Plus que jamais d'accord, c'est parce que je vous dis, ça fait un moment qu'on le dit, et à une certaine époque, on nous riait au nez, Renault va bien. Vous savez, Carlos Ghosn, il a été encensé. Hein. Donc, alors je sais que depuis quelques temps, il a moins la cote, mais il a été encensé pour... nous, évidemment, qu'on peut être d'accord là-dessus, mais on croit ce qu'on voit. Et donc, il faut que ça se fasse, là aussi, dans le dialogue. Les syndicats, les salariés ont plein d'idées pour travailler autrement, y compris dans le respect de l'environnement. Non, mais c'est un effet de manche. Attendez, c'est intéressant pour vous. Pour l'instant, ça reste un vœu pieux, un effet d'annonce, un effet de manche? Non, c'est une annonce. Que vous accueillez comme tel. C'est une annonce. Maintenant, et vous savez, on veut voir ça, on veut voir ça dans les faits, mais pas que pour Renault. Nous, on va envoyer une liste d'entreprises où il y a des menaces de restructuration, de licenciement au ministre de l'économie, et on lui dit, avant tout licenciement ou toute fermeture, il faut discuter sur des solutions alternatives, des reconversions, des évolutions de production, de la formation pour les salariés. Parce que la solution de facilité, c'est dire, c'est la crise, on ferme. Et puis, on met du monde au chômage. Eh ben, on peut faire autrement. Voilà, vous voyez que la CGT, elle est constructive. Oui, mais spécifiquement au cas Renault, encore une fois, Renault, on peut le dire, vous avez été longtemps, vous êtes toujours chez Renault d'ailleurs. Je suis salarié de chez Renault. Salarié de chez Renault. Vous connaissez bien le secteur auto, c'est là où c'est intéressant. Je me suis dit, mais quel véhicule Renault, quelle catégorie de véhicules on pourrait relocaliser en France, sachant que je crois que la Clio n'est plus produite en France. Et la question derrière, en creux, c'est ça coûterait évidemment plus cher de produire en France, et pourquoi pas, mais est-ce que les consommateurs sont prêts à acheter des Renault plus chers? Mais vous soulevez un vrai problème, enfin une vraie question. Ah, ça m'arrive rarement. Mais si ça vous arrive souvent. La première chose, c'est qu'on peut fabriquer tout type de véhicule en France. Tout type de véhicule. Après, c'est la question du marché mondial. Est-ce que on ne doit pas, au niveau de l'Europe, imposer pour les réimportations de produits le respect d'un certain nombre de normes sociales et environnementales? Qu'est-ce que vous appelez réimportation de produits? Eh bien, par exemple, quand on va fabriquer, parce que dans un autre pays, des voitures, et qu'on les fait revenir pour les vendre dans notre pays, est-ce qu'on demande un cahier des charges où on respecte le droit des salariés, la santé des salariés, et puis des critères environnementaux? Parce que faire revenir des voitures en camion ou en cargo, la planète, elle n'aime pas ça. Mais donc pour vous, la solution, elle est européenne? Ouais.
Bien sûr. C'est pas gagné. Et c'est ce qu'on. Mais oui, mais enfin, et les politiques, les ministres, le ministre, il sert à quoi? Parce que sinon, c'est une nouvelle fois la loi du marché qui s'impose sur des règles sociales et environnementales qui devraient être au cœur de la reprise d'activité. Parce que le monde de demain ne peut pas être comme le monde d'hier. Ouais. Donc vous convenez qu'on ne peut pas faire ça tout seul dans notre coin, décider de relocaliser, à supposer qu'il y ait des aides pour les entreprises, pour qu'elles conservent de la compétitivité, parce que derrière, s'il n'y a pas une décision européenne pour protéger notre industrie auto-européenne, eh ben on se fera manger des parts de marché. Et puis peut-être que les consommateurs ne suivront pas non plus. Mais il faut savoir ce qu'on veut, mais je pense que, y compris le gouvernement français, peut aussi taper du poing sur la table sur un certain nombre de choses et imposer des normes sociales et environnementales pour justement redévelopper l'industrie. Parce que vous voyez bien la production de médicaments, ou en tout cas tout ce qui concerne la santé, les problèmes qu'on a rencontrés. Mais est-ce que on accepte, et on l'a vu pour le textile aussi, est-ce qu'on accepte que pour que ça soit moins cher, eh bien on accepte que des enfants travaillent, par exemple, dans d'autres pays, vous voyez? C'est interdit, ça, le travail des enfants. Et pourtant, ça se fait. Et pourtant, des marques acceptent même si c'est pas au sein de leur entreprise, mais dans la sous-traitance, que on dit c'est pas nous, on n'a pas vu, etc. Vous voyez, il faut renforcer ces règles internationales du droit du travail. Ouais, avec l'idée encore une fois que ces voitures françaises fabriquées en France, pas entièrement, mais en tout cas tout ou partie, serait plus cher. Est-ce que les consommateurs suivraient? La question est là. Après, votre réponse, c'est si on frappe de taxes des voitures qui viennent de l'étranger, fabriquées depuis l'étranger dans des conditions sanitaires, notamment vous savez, sociales, qui ne sont pas équivalentes, on les frappe à l'échelle de l'Europe, aux portes de l'Europe, de taxes pour rééquilibrer un peu les choses. Pardon, je cherche à comprendre. Hein. Oui, enfin, on ne les fera pas de taxes. Si la production ne respecte pas un certain nombre de règles internationales en matière de droit du travail et environnemental, eh bien, on produit pas, on fait pas revenir ces produits. Mais vous savez, on peut aussi parler parce que vous dites que c'est les consommateurs qui vont être pénalisés parce qu'il faudra payer plus cher. On peut aussi parler des salaires. Vous voyez, c'est bien que tout le monde, certains s'aperçoivent qu'il y a des premiers de corvée dans ce pays et qui sont indispensables. Sauf que ces premiers de corvée, certains viennent de se rendre compte qu'ils étaient mal payés. Et donc la question des salaires, elle est aussi posée dans notre pays. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu, la ministre? Elle a dit pourquoi pas en discuter? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il y aurait peut-être une conférence, non? Oui, voilà, j'ai entendu des déclarations. Pour l'instant, c'est des primes. Pas pour tout le monde pareil. Hein. Vous avez vu dans les EHPAD, selon le département où vous travaillez, vous avez plus ou moins. Or, moi on peut saluer le personnel des soignants, et beaucoup l'ont fait, mais au moment où on reconnaît leur qualification, c'est pas pour tout le monde la même chose. Il faut une vraie revalorisation des salaires dans ce pays. Bon, à voir si cette conférence. Elle se tiendrait quand? Vous avez plus d'infos là-dessus? Ah non, ça, je suis pas ministre. Non, mais c'était une annonce qui a été faite comme ça, qui pour l'instant n'est pas suivie. Voilà. Vous avez vu, ça fait plusieurs fois que vous me dites, tiens, il y a une annonce, il y a encore une annonce. Moi, je vous répète, les annonces, c'est bien, les faits, c'est mieux. Les paroles et les actes. On en a fait une émission télé. Exactement. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bon courage. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.